il faut savoir dès le début que vous allez avoir 80 à 90% de refus de prêt et même pour les bons dossiers. C'est ça qui est assez dur à comprendre même. Je vais vous montrer maintenant comment j'organise mon dossier bancaire pour qu'il soit le plus complet, facile et surtout le plus facile à appréhender par les banquiers. Alors voilà ensuite maintenant le dossier qu'on propose à nos clients. Ça vous donne un aperçu, vous pourrez vous en inspirer. C'est un dossier assez complet et assez clair qui plaît énormément, en tout cas aux banquiers. Donc voilà comment il est structuré. Vous voyez, il y a la partie emprunteur. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous accueillir pour une vidéo différente de celle de d'habitude. On n'est pas sur le terrain, on est au bureau pour parler d'une étape clé qui est celle du financement. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir votre financement aujourd'hui avec tous les changements qu'il y a eu là en cette période. En moins d'un an, il y a eu énormément de changements. On a le taux d'usure qui a bloqué pas mal de dossiers. On a les restrictions du HSF aussi qui nous embêtent depuis plus de 2 ans. Maintenant, on nous parle de taux d'effort, etc. Sans parler des taux d'intérêt qui augmentent énormément. On a pris plus de 1%, voire plus. Je vais vous en parler plus en détail sur les derniers mois. Donc là aujourd'hui, l'idée c'est de vous donner toutes les armes pour obtenir votre financement et vous adapter à la situation actuelle que nous sommes en train de traverser. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Guillaume. Bonjour à tous. Qui a investi dans l'immobilier. Voilà, donc à tout de suite. Alors si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. On est de plus en plus nombreux, je vous remercie déjà pour tous ceux qui participent au développement de la chaîne, qui mettent des commentaires, qui mettent des likes. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et je vous partage ici mon expérience d'investisseur, puisque j'investis moi dans l'immobilier depuis maintenant 2010, donc ça va faire 12 ans. Et je vous présente ce que je fais de bien, ce que je fais de mal. Je ne prétends pas tout savoir, mais je pense que j'ai quelques conseils à donner et qui peuvent aider aussi des novices. Et je co-dirige aussi la société Projet Locatif, qui est une société d'investissement clé en main rentable sur toute la France. Vous avez un formulaire en description si vous souhaitez être accompagné ou qu'on vous propose des biens tout simplement rentables et étudiés et proposés par des conseillers qui sont tous des multi-investisseurs. Vous nous remplissez un formulaire et puis vous êtes en relation avec le conseiller qui est le plus adapté à votre demande en fonction du secteur et de vos objectifs. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vais vous montrer vraiment le dossier bancaire que j'utilise le plus complet possible pour que vous puissiez aussi également en profiter. Alors on va faire un point sur la situation actuelle qui est quand même pas florissante effectivement pour l'investissement. On a vu passer un petit peu les infos partout à la télévision. 30% de baisse de production de crédit sur la fin d'année 2022, c'est énorme. Et nous, en tant qu'investisseurs, déjà, on avait des difficultés à se faire financer par rapport à ceux qui vont financer des résidences principales. Nous, c'est déjà plus dur. Et donc là, où on est compte, si 30% des dossiers sont refusés sur de la résidence principale, nous, c'est encore plus dur pour nous. Donc, il va falloir s'adapter et bien s'armer, avoir une bonne compréhension de la situation. Alors là, déjà, la première chose qui a changé, c'est le financement à 110%, c'est-à-dire le financement sans apport. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être revu par les banques parce qu'effectivement, ça augmente leurs risques. Donc là, on voit clairement que les banques demandent de plus en plus de l'apport. Dans quasiment tous les dossiers, maintenant, c'est obligatoire. Donc, il faut s'adapter aussi et ne pas être complètement fermé à l'idée de mettre de l'apport. Moi, le premier, on est là pour utiliser des effets de levier. Mais le fait de mettre de l'apport, ça peut avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est faire travailler son argent à un meilleur rapport qu'à la banque. Aujourd'hui, les rendements bancaires qui sont proposés, on nous vend un petit peu du rêve avec du 2% actuellement sur le livret A. Mais bon, sur un investissement locatif comme on a l'habitude de le faire, on est souvent à plus de 8%. Donc déjà, le premier point, c'est que son épargne va beaucoup mieux travailler. Deuxième point, c'est d'avoir un meilleur différentiel bancaire quand on veut continuer à investir. Le fait de mettre de l'apport, vous allez avoir un meilleur différentiel, plus de cash flow
et donc une meilleure situation pour vos futurs projets. À titre d'exemple, vous allez avoir plus de cash flow. Par exemple, sur 20 000 euros d'apport, vous allez avoir 110 euros par mois de cash flow supplémentaire, ce qui fait 1320 euros par an pour 20 000 euros d'apport. Est-ce que vous connaissez un placement qui rapporte autant? Moi non. Et surtout, ça va montrer aux banquiers que vous impliquez dans votre démarche d'investisseur, dans votre dossier, et que vous supportez une petite part de risque aussi. Et bien sûr, ça va faciliter l'obtention du crédit. Alors le deuxième point, c'est l'arrêt du calcul différentiel. Alors ce qu'on appelait le calcul d'endettement investisseur, ça c'était vraiment le top, c'est-à-dire que on prenait 70% des loyers et on mettait la mensualité de crédit en face, et si on était positif, eh bien, l'excédent était ajouté à nos revenus, ce qui nous faisait baisser notre taux d'endettement personnel. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment un calcul qui était favorable aux investisseurs. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il est moins pris en compte. Il est toujours pris en compte en indicateur dans certaines banques, mais moins pris en compte dans le calcul d'endettement classique. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu embêtant. Il faut faire partie des dérogations, puisque les banques peuvent déroger sur certains dossiers. Donc l'idée, c'est de faire partie de ces dossiers-là. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Vous démarquer du classique et passer outre ces restrictions. Il faut savoir que certains établissements n'abordent pas les dossiers en taux d'endettement classique personnel si vous présentez votre dossier en SCI par exemple, à l'IR ou à l'IS. Voilà, donc ça va vraiment dépendre des établissements, mais on va en parler un petit peu plus tard. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les règles ont changé, c'est quand même beaucoup plus dur d'obtenir son financement. Il faut savoir dès le début que vous allez avoir 80 à 90% de refus de prêt, et même pour les bons dossiers. C'est ça qui est assez dur à comprendre, même ce qui est assez frustrant pour des cadres et des cadres supérieurs qui gagnent très bien leur vie. Il va falloir démarcher plusieurs banques. Avant, on faisait 4-5 banques pour obtenir un financement. Aujourd'hui, la norme, c'est minimum 10-15 établissements bancaires. Petit exemple que je viens d'avoir dans mon entourage, mon voisin qui a une profession qui est kiné, qui gagne plutôt bien sa vie, une situation financière très correcte, avec des bonnes tenues de compte, de l'épargne, enfin voilà, la situation qui, a priori, au niveau des banques, serait plutôt favorable. Il a fait 11 établissements et il a eu 10 refus bancaires. Voilà, donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est plus que le dossier, il y a aussi tout un tas d'autres paramètres qui vont faire en sorte que la banque va accepter votre dossier ou le refuser. Alors, troisième point, c'est les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter. Aujourd'hui, on doit être à peu près sur des taux à plus de 2,50, 2,60 sur 20 ans. On a pris plus d'1% en moins d'un an, donc c'est assez énorme. Avant, on empruntait à 1%. Et donc, forcément, ça a un impact sur le calcul de rentabilité en tant qu'investisseur. Mais tout est relatif. Voilà, je pense que d'ici le début d'année 2023, on va avoisiner les 3%. Mais clairement, en tant qu'investisseur, il faut avoir cette réflexion. Finalement, à partir du moment où on a de bons équilibres financiers, ça ne va pas vraiment nous impacter. On regarde combien nous coûte le projet, combien il nous rapporte, et on regarde si c'est équilibré financièrement. C'est parti, il faut y aller. C'est pas comme une résidence principale où effectivement on va regarder plus le taux, puisque là vous allez le payer sur votre salaire, vous allez le supporter financièrement. Encore une fois, ça reste des effets de levier, il faut avoir une vision globale, c'est de l'argent qui est financé par la banque, qui est remboursé par les revenus locatifs, et donc c'est ces effets de levier là qu'il faut avoir, et on ne regarde pas combien on paye d'intérêt, peu importe. Moi je suis d'un côté plutôt content que les taux remontent parce qu'on était dans un système où les banques ne gagnaient pas du tout d'argent avec les crédits, et donc le fait que les taux remontent, les banques vont peut-être gagner un petit peu plus d'argent, elles vont être un petit peu plus favorables aussi à faire des crédits, ce qui n'était pas trop le cas avant. Il faut savoir que cette augmentation de 1%, pour vous donner quand même des exemples concrets, sur un crédit sur 200 000 euros, 1% de plus, ça représente 100 euros par mois de crédit supplémentaire. Alors 100 euros par mois, ça fait 1200 euros par an. Alors voilà, sur un projet qui va générer peut-être 4-5 000 euros de cash flow, vous aurez 1200 euros de cash flow de moins. Mais bon, voilà, comme on l'a dit, c'est intéressant quand même à partir du moment où l'équilibre financier est bon. Il faut savoir que la plupart des contrats de prêt ont des options de modulation des mensualités, ce qui vous permet, dans un second temps, il faut attendre une première année d'amortissement pour faire cette demande, c'est quand même soumis à acceptation par l'établissement bancaire. Donc vous pouvez allonger votre crédit de plus ou moins 30%, c'est maximum 30%, ou le réduire, mais nous c'est plutôt dans une optique d'allonger le crédit et donc de réduire aussi vos mensualités. Donc ne soyez pas arrêté sur une durée précise.
car vous pourrez la renégocier aussi également, et ce qui vous permet, même si vous n'avez pas beaucoup de cash flow sur votre première étude, finalement, ça va vous permettre dans un second temps d'allonger la durée et de récupérer finalement un meilleur équilibre financier dans un second temps. Dans cette période, de toute manière, c'est intéressant d'emprunter à taux fixe puisqu'on a une inflation qui est très forte, au-delà de 6%, et encore entre nous, ce n'est pas l'inflation réelle par rapport aux indicateurs qui sont un petit peu orientés, on va dire, mais on est sur une inflation forte et c'est toujours intéressant d'emprunter sur des taux fixes en période d'inflation où les prix continuent d'augmenter et nous, on aura un taux fixe sur des durées plutôt longues. Autre intérêt, bien sûr, vous allez pouvoir déduire beaucoup plus de charges et donc être moins imposé. Et puis dans un second temps, si plus tard les taux rebaissent, ce que j'espère, sur le long terme, vous pourrez renégocier votre prêt et finalement bénéficier des nouveaux taux qui seront plus d'actualité. Donc voilà, moi c'est ce qui s'était passé finalement quand j'ai commencé à investir au début. J'avais emprunté dans les taux de 4-5% et puis quelques années plus tard, les taux ont baissé et j'ai renégocié mes crédits, ce qui m'a permis de bénéficier de la baisse des taux. Rapidement, je vais vous parler du taux d'usure. Maintenant, on en a pas mal parlé sur Internet, donc vous êtes sûrement au courant. Actuellement, on a un taux d'usure à 3,05. Le taux d'usure, c'est le taux d'effectif global auquel les banques ne peuvent pas emprunter. C'est une sorte de sécurité qui finalement nous porte plus préjudice qu'elle nous protège, mais bon, c'est mon avis personnel. C'est un taux qui est calculé dans le coût total du crédit, donc taux d'intérêt, assurance et tous les frais annexes. Donc aujourd'hui, pour pallier justement à ce problème de taux d'usure, souvent les banques elles s'en servent souvent en argument pour ne pas vous prêter. Ce n'est pas forcément la vraie raison, mais elles s'en servent en tous les cas pour refuser votre dossier. Donc ce que vous pouvez faire, il n'y a pas 50 000 astuces, c'est soit réduire un petit peu la durée pour avoir un meilleur taux et passer en dessous effectivement de ce taux, avoir des assurances aussi déléguées, si la banque l'accepte bien sûr, mettre de l'apport parce que vous allez avoir un meilleur taux. Vous savez que les banques proposent des taux en fonction de votre situation professionnelle, financière, etc. Est-ce que vous mettez de l'apport ? Et si vous n'avez pas une super situation, si vous mettez de l'apport, effectivement, vous aurez un taux plus intéressant qui vous permettra de passer en dessous du taux d'usure. Et après, l'astuce aussi qui est connue, c'est l'astuce des prêts paliers, les prêts gigognes, donc avec un crédit sur une plus courte durée, de 10 ans par exemple, et un autre crédit sur une durée de 20 ans, et vous emboîtez les deux crédits, les banquiers connaissent très très bien ces astuces-là, et le prêt est lissé, et ce qui permet de réduire le taux effectif global du crédit. Ensuite, vous allez passer à l'action, vous allez trouver un bien, le négocier, passer par projet locatif, peu importe. Vous allez négocier et avoir une offre contre-signée. Au moment de la négo, voilà, c'est une offre qu'on signe et puis le vendeur la contre-signe. Là, c'est le point de départ du marathon. Donc c'est vraiment à ce moment-là que ça commence, c'est même pas au compromis, c'est au moment où vous avez l'offre contre-signée, il ne faut pas perdre de temps. C'est une course contre la montre et vous allez devoir prendre un maximum de rendez-vous à ce moment-là dans les établissements bancaires, même si vous n'avez pas le compromis, vous avez déjà tous les éléments pour présenter votre dossier, votre situation et essayer de gagner un peu de temps. Alors, au niveau des banques, dès le départ, n'attendez pas, prenez une dizaine de rendez-vous, prenez-vous 1-2 jours de repos, c'est pas grave, ça vaut le coup, vous savez que c'est le moment où il faut mettre de l'effort, c'est maintenant. Dans l'investissement locatif, effectivement, vous mettez en place des sources de revenus passives, mais elles sont passives à partir du moment où vous avez créé l'actif. Et c'est le moment où vous devez créer l'actif, c'est au départ, c'est trouver le bien, faire les travaux, le faire financer. Voilà, c'est à ce moment-là où ça va vous demander une implication. Et une fois que c'est mis en place, que c'est loué, effectivement, ça génère des revenus d'une manière plutôt automatique. Mais à ce moment-là, c'est vraiment l'effort à faire, c'est la course contre la montre sur le financement. Donc là, je vous conseille de consulter, alors vous avez plusieurs possibilités au niveau des banques. Les banques régionales sont souvent plus intéressées, plus sensibles aux investisseurs, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des contre-exemples, mais c'est les banques type Caisse d'épargne, Banque Populaire, Crédit Agricole, voilà, toutes ces banques-là qui permettent d'avoir des décisions plutôt régionales. C'est ce qui nous intéresse, d'avoir une décision rapide pour passer à l'action. Ensuite, au niveau des lieux, vous avez plusieurs lieux. Vous pouvez bien sûr consulter les banques qui sont dans votre lieu de résidence.
et également les banques qui sont sur le lieu de votre investissement. Donc, je ne sais pas si vous investissez dans votre même lieu géographique où vous habitez, mais si c'est deux lieux différents, il y a déjà deux lieux où vous pouvez consulter des établissements bancaires. Ensuite, regardez les cartes régionales bancaires. Il se trouve que souvent, les banques n'ont pas les mêmes cartes régionales que nous et ont des cartes un petit peu différentes. Donc, sur Internet, vous trouverez ça assez facilement. Ça vous permet justement de consulter des banques qui sont dans d'autres régions. Donc moi, par exemple, dans mon cas, j'ai une banque qui est à 30 km, qui fait partie du même groupe de la banque actuelle dans laquelle je suis dans ma ville, mais c'est des établissements qui ne communiquent pas entre eux parce qu'ils font partie d'une autre région. Et donc, c'est une autre vision, c'est une autre manière de voir les choses. D'ailleurs, dans cette banque, c'est une plus petite ville et je suis très bien reçu. Voilà, ça c'est un autre point aussi. Ne cherchez pas à aller dans des grandes banques, dans des grandes villes. Il vaut mieux être le meilleur client d'une petite ville. Vous serez beaucoup mieux reçu que finalement dans des grandes villes où vous aurez un profil client qui sera peut-être moins intéressant. Il y a une banque auquel on ne pense pas forcément, mais c'est la banque du vendeur. Le vendeur a une banque, le vendeur donc de l'immeuble, cet établissement a du recul sur la propriété de l'immeuble, sur les revenus locatifs générés, etc. Et cette banque aura un intérêt financier à financer finalement le projet puisqu'elle va créer du crédit en fait, et elle va récupérer cet argent sur le compte du vendeur, donc au sein de son établissement, de l'argent qui sera probablement placé par le vendeur. Donc la banque en général a un intérêt financier à vous financer le bien qu'elle connaît et sur lequel elle va récupérer l'épargne. Ensuite, la recommandation, on n'y pense pas forcément, mais demandez à l'agent immobilier. Je sais que nous, nos conseillers projets locatifs mettent en relation leurs propres contacts bancaires et même ils les accompagnent si besoin lors des rendez-vous pour présenter les projets. Mais si vous ne passez pas par projet locatif, c'est pas grave, vous pouvez avoir des contacts, que ce soit des connaissances, des investisseurs, l'agent immobilier qui vous a vendu le bien. Voilà, la mise en relation par recommandation, c'est vraiment un gros plus. Vous serez accueilli d'une manière beaucoup plus réceptive. Ensuite va venir la signature du compromis. Dans le compromis, je vous conseille de rallonger la durée parce que effectivement, les durées sont de plus en plus longues pour obtenir les financements. Donc de manière classique, on est sur une obtention de financement en conditions suspensives d'1 mois et demi. Je vous conseille de mettre au minimum 2 mois, voire 2 mois et demi. Alors, vous ne changez pas la date de l'acte authentique, mais vous allongez juste la durée d'obtention de financement. Vous pouvez très bien expliquer que vous allez sûrement créer une SCI, que vous devez consulter votre avocat en droit fiscal et que ça risque de retarder un petit peu finalement l'édition des offres. Et donc dans ce cas-là, vous préférez allonger un petit peu la durée pour vous donner cette souplesse de décision et de marge de manœuvre de création de société. C'est quelque chose qui est assez bien compris en général. Alors maintenant, je vais vous parler des règles de conduite très importantes pour appréhender votre dossier et la relation avec le banquier. Et dans une troisième partie, on va vraiment détailler le dossier bancaire et la présentation de votre projet. Alors la première erreur que vous pouvez faire, c'est aller voir votre banquier pour savoir combien vous pouvez emprunter. Alors ça pourrait vous paraître naturel de dire, bon je vais voir mon banquier pour voir combien il me prête. Mais ça peut être une erreur parce que ça risque de vous arrêter avant même d'avoir commencé à investir. Donc c'est bien dommage. Si moi j'avais écouté tous les banquiers, je n'aurais jamais investi ou je n'aurais fait qu'un seul investissement. Donc c'est bien dommage. Donc ce que je vous conseille, c'est surtout de calculer vous-même votre capacité d'emprunt. C'est pas très compliqué. À partir du moment où vous respectez les 35%, par exemple pour quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, on peut comprendre qu'il peut rembourser une mensualité à 700 € par mois et donc avoir un crédit de 130 000 € à peu près sur une durée de 20 ans. Alors il y a des marges de manœuvre parce que suivant les projets que vous allez faire financer, vous allez avoir des enveloppes plus ou moins importantes. On peut aller jusqu'à 20-30% de marge de manœuvre si votre projet est entièrement loué, par exemple. Mais ça vous donne déjà un ordre d'idée. Voilà. Surtout, n'allez pas voir les banquiers parce que malheureusement, j'aime pas dire ça parce que je dois aussi ma réussite d'investisseur aux banques, donc je suis très reconnaissant de tout ça. Mais malheureusement, j'ai rencontré 80-90% des banquiers qui ne pensaient que c'était pas possible, qui n'avaient pas cette sensibilité d'investisseur. Et je trouve ça vraiment dommage. En fait, si vous allez demander conseil à un banquier, faites bien attention, ce n'est que son avis à lui dans cette banque-là, mais ça ne concerne pas et ce n'est pas l'avis de tous les banquiers, bien heureusement.
Ensuite, il va falloir faciliter la compréhension de votre dossier par le banquier. Clairement, voilà, j'ai un ami qui travaille en comité décisionnaire crédit qui m'a clairement dit si on passe plus de temps à comprendre le dossier qu'à vérifier sa solvabilité, le dossier est classé, ils n'ont pas le temps, ils essayent de le comprendre, de l'appréhender. Voilà. Donc, clarté oblige. Je vous montrerai tout à l'heure un petit peu comment structurer votre dossier pour qu'il soit simple, clair et facile à appréhender par le banquier. Mais clairement, de la clarté. Ensuite, bien sûr, un dossier que vous allez imprimer, vous allez tout avoir sur vous, vous allez avoir le dossier également en ligne pour partager les documents avec votre banquier s'il le souhaite. Voilà, tous les documents bien carrés, bien structurés. Ensuite, il y a ces deux choses qui pour moi sont primordiales, c'est l'attitude et le mindset. C'est vraiment des points qui peuvent être déterminants dans votre dossier, dans votre situation, parce que c'est vraiment ça qui peut faire pencher la balance du bon ou du mauvais côté. Pour moi même, cette partie-là, elle est plus importante encore que votre situation personnelle et professionnelle, et elle est plus importante encore que le projet. Donc c'est vraiment là où vous allez devoir faire attention. Alors sur l'attitude, c'est pas compliqué, il va falloir être bien présenté, être ponctuel, être sympa. Il va falloir faire passer un bon moment au banquier, être cool, parce qu'il voit tellement de clients un petit peu emmerdants qu'il n'a pas forcément envie de passer un mauvais moment. Et puis surtout, s'il veut vous récupérer comme client, il faut être cool, il faut être sympa, il faut qu'il ait envie de passer du temps avec vous. Ensuite, il faut croire en vous, croire en votre projet. Évidemment, si vous ne croyez pas en vous, en votre projet, comment lui va pouvoir y croire? Voilà, ça paraît tellement évident. Donc voilà, on est sûr de soi, on y va, c'est un super projet, il n'y a pas de doute. Vous ne venez pas chercher un crédit, vous venez chercher un partenaire, voir un petit peu les conditions que la banque propose, comment la banque fonctionne. C'est vraiment dans cet esprit de partenariat et on ne vient surtout pas mendier un crédit. La question n'est pas là. Pour vous, dans votre tête et dans votre état d'esprit, le crédit, vous l'avez. La question ne se pose même pas puisque vous avez d'autres banques même qui vous ont sollicité. Je vous encourage à garder si vous avez des simulations. Alors, ça ne coûte rien. Quand vous allez à la banque, ça n'engage pas la banque du tout. Ce n'est pas des accords de prêt, mais ils vous font des simulations. Donc, vous avez une simulation effectivement déjà d'une première banque. Vous n'allez pas en faire 50, c'est pas le but. Enfin, c'est le discours que vous tenez en tous les cas au banquier. Mais vous cherchez un bon partenaire qui saura vous comprendre, vous accompagner dans la durée et qui comprend votre sensibilité, sans forcément lui faire comprendre que vous allez acheter des biens immobiliers tous les 6 mois ou tous les ans. Parce que clairement, le banquier ne va pas trop aimer ça. Donc, le discours, c'est que souvent, c'est le dernier, ou peut-être que vous en referez un, mais vous cherchez une bonne banque qui fonctionne bien, qui vous comprend et qui a de bonnes conditions. Ensuite, on me demande souvent, est-ce qu'il faut passer par un courtier? Alors, personnellement, mon expérience avec les courtiers n'a pas été top, donc j'ai du mal à en parler de manière positive. Malgré tout, j'ai des bons retours d'expérience aussi également autour de moi, d'investisseurs qui sont passés par des courtiers et qui ont obtenu de bons résultats. Donc je ne veux pas faire de généralité, mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire confiance uniquement à un seul courtier, comme à un seul banquier. Il faut vous débrouiller aussi par vous-même. L'erreur, ça serait de faire confiance à une seule personne. Ça, c'est vraiment une erreur. Ensuite, il va falloir accepter des contreparties et beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Avant, on pouvait encore un peu négocier. Moi, au tout début où j'ai commencé à investir, c'est moi qui négociais un petit peu mes conditions. Et plus les années ont passé, moins j'ai négocié, plus j'ai accepté. Et là, on est vraiment carrément de l'autre côté. C'est le banquier qui va vous imposer certaines choses et il va falloir être ouvert. Voilà, pourquoi pas. Donc les contreparties sont de plus en plus importantes, que ce soit maintenant ramener votre salaire, voilà, pourquoi pas, dans la banque. Il faut savoir que les établissements bancaires les plus à même à vous financer, ce ne sont pas vos propres établissements ou votre propre banque. C'est plutôt des banques qui ne vous ont pas encore comme client et qui vont vouloir vous récupérer. C'est plutôt celles-ci qui vont être intéressantes à consulter. Et donc au niveau des contreparties, il va falloir être sympa. Donc moi, clairement au niveau de mon positionnement, je ne négocie pas les taux d'intérêt. Je ne suis pas là pour négocier, je suis là pour que la banque gagne de l'argent. Parce qu'elle m'en fait gagner beaucoup plus. Donc je suis là pour qu'elle gagne de l'argent et donc je suis ouvert et à l'écoute de ses besoins. Donc clairement au niveau des échanges, souvent on peut ramener son salaire. Alors c'est pas grave, même si on le laisse qu'un an, c'est pas trop gênant en fait. On joue le jeu,
Le banquier, ça reste quand même un commercial, il faut qu'il coche des cases et qu'il ait des arguments pour valider votre dossier. Si vous lui donnez rien, ça va être compliqué pour lui de justifier finalement le financement. Alors au niveau des contreparties, je vous ai dit, il y a le salaire, vous pouvez ramener bien sûr de l'épargne, vous pouvez nantir une partie aussi de cette épargne. Donc ça, c'est quelque chose qui est de temps en temps demandé. Là, ça m'a été demandé sur une des dernières opérations que j'ai fait où je me suis racheté des biens à moi-même. Donc il y a une partie qui est nantie, c'est-à-dire qui est bloquée pendant une durée déterminée aussi à la banque. Bien sûr, prendre les assurances finalement emprunteurs, les PNO, etc. Même moi, j'ai pris des services. Là, dernièrement, j'ai souscrit une assurance accident de la vie. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément besoin, mais je l'ai pris, je joue le jeu commercial. Voilà. Sachant que ce qui plaît beaucoup, ce que je me suis rendu compte, c'est la partie épargne que vous pouvez faire naviguer finalement à travers les établissements qui vous permet de dire, voilà, si vous me financez, moi j'ai un peu de côté, je vous amène mon épargne et ça les intéresse souvent. Ensuite, une étape hyper importante, c'est vos relevés de compte. Vos relevés de compte, c'est votre carte d'identité pour le banquier. Donc là, il faut vous dire que le banquier qui ne vous connaît pas, il va scruter vos relevés de compte pour comprendre comment vous fonctionnez, comment vous vivez finalement. Et donc là, il va falloir faire très attention puisque les banques demandent les 3 derniers relevés de compte. Donc sur les 3 derniers, il va falloir avoir une vie exemplaire. Si ce n'est pas votre cas, il va falloir le devenir. Et puis, évidemment, si vous avez des dépenses un petit peu particulières, peut-être retirer de l'espèce et avoir des dépenses comme ça cachées en espèces plutôt que visibles sur le compte. Donc clairement, ce qu'ils n'aiment pas, c'est tous les jeux d'argent, en ligne ou pas en ligne, les consommations dans les bars, dans les boîtes de nuit, même si vous allez tous les jours au fast-food, c'est pas terrible, ça donne pas une super image aussi. Si vous avez des banques en ligne, c'est pareil, ils n'aiment pas trop les banques en ligne, c'est quand même des concurrents qu'ils estiment un petit peu déloyales. Si vous avez des crédits conso, clairement, ça c'est le gros point noir, hein, c'est souvent le point rouge, voilà. Évidemment, pas de découvert non plus. Attention, puisque si vous êtes à découvert, vous allez avoir des frais d'agio qui vont se voir des fois pendant 2-3 mois après les découverts. Donc faites très attention à ça. Bien entendu, pas de découvert. Crédit conso, si vous en avez, vous les remboursez, vous vous débrouillez pour épurer et avoir une situation plus saine. Des fois, il faut travailler un petit peu son dossier pendant 2-3 mois. Je sais que nous, on a des conseillers au sein de projets locatifs qui travaillent vraiment avec nos clients pour bien appréhender le dossier et avoir un dossier solide qui passe financièrement. Vaut mieux retarder des fois son projet de 2-3 mois et être sûr d'avoir le financement plutôt que se lancer rapidement et puis d'avoir des refus et puis de perdre 6 mois au final. Donc voilà, travaillez bien votre dossier. Placez tous les mois de l'argent, même si vous n'avez pas une super situation, vous faites un petit virement automatique en épargne de 50 €. Franchement, si vous avez une petite situation, tout le monde peut placer au moins 50 €. C'est juste pour envoyer au banquier un signal sur le fait que vous arrivez à gérer et vous maîtrisez votre argent et que vous gérez finalement vos comptes. Et bien entendu, de l'épargne de sécurité, ça c'est ce que le banquier va regarder aussi. En général, ce qui est demandé, c'est au moins 1 an de loyer. Donc là, voilà, si vous achetez un petit immeuble qui génère 20 000 € de revenus locatifs, il faut avoir au minimum 20 000 € d'épargne. C'est ce qui est demandé, c'est le minimum. Alors, quelques pièges à éviter maintenant qui me sont arrivés, qui peuvent vous arriver ou qui vous sont peut-être arrivés d'ailleurs, c'est de croire un banquier qui vous dit qu'il a validé votre dossier. Parce qu'un banquier va pouvoir vous dire oui, mais au final avoir un non plus tard. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les banquiers n'ont pas la délégation, n'ont pas l'accord définitif. C'est souvent soumis à autorisation, donc soit de leur responsable, soit d'un comité décisionnaire. Donc effectivement, ce qui est important de savoir, en général, voilà, si vous avez une bonne situation, le mieux c'est de prendre rendez-vous avec des responsables d'agence qui vont eux-mêmes avoir la délégation et si vous disent oui, c'est un vrai oui, parce que si vous passez par un conseiller qui vous dit oui, qui ne saura pas présenter son dossier à son supérieur hiérarchique, et bien finalement, le directeur ne validera pas le dossier et vous allez avoir un refus bancaire. Alors vous avez rajouté un intermédiaire, le banquier lui va être déçu parce qu'il croyait en vous et en votre projet, mais il n'a peut-être pas su le défendre comme il faut et finalement ça sera un refus. Donc faites très attention parce que j'ai eu régulièrement et très régulièrement des oui de banquiers qui au final se sont transformés en non un mois et demi plus tard. Et là c'est un peu tard parce que si vous allez voir la banque, une nouvelle banque avec un compromis qui date de plus d'1 mois, les banquiers ne sont pas fous.
Ils ne sont pas non plus complètement demeurés et ils comprennent très bien qu'en fait vous avez eu plusieurs refus bancaires et que vous cherchez désespérément une banque au dernier moment. Donc clairement, ne faites pas ça dès le début, ratissez large. Au pire des cas, ce qui peut vous arriver finalement, c'est d'avoir plusieurs acceptations de prêt. Et donc, tant que vous n'avez pas reçu les offres de prêt chez vous, prêtes à signer, il n'y a pas d'accord définitif. Ne vous faites pas avoir, ça m'est arrivé et ça arrive régulièrement à beaucoup d'investisseurs et c'est vraiment dommage de rater un projet à cause de ça. Alors certains investisseurs présentent leur dossier en résidence principale. Bien entendu, sur cette chaîne, je ne peux pas vous conseiller de faire ça. Je vous explique et je vous donne des informations sur le fait que ça se fait régulièrement et que finalement, si vous achetez votre résidence principale que finalement, après coup, vous avez des changements de vie ou des changements de décision et que vous souhaitez louer votre résidence principale, personne ne pourra vous en empêcher. Donc voilà, ça se fait bien et effectivement, les banquiers sont beaucoup plus à même à financer des résidences principales, surtout si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, c'était vraiment un gros point noir. Donc, sachez que ça se fait. Après, il faut se sentir plus ou moins à l'aise avec ce genre de pratique. Après, ce que vous pouvez faire, si vous avez du mal à vous libérer du temps et que vous n'êtes pas trop disponible, vous pouvez tout à fait contacter les établissements bancaires et avoir un contact d'un banquier qui accepte de regarder une première approche de votre situation et de votre projet et voir si ça débouche ensuite sur un rendez-vous. Donc là, je vous invite à faire une petite présentation succincte de votre situation personnelle, professionnelle et financière, une petite présentation de votre projet et l'envoyer comme ça, vous pouvez ratisser assez large dans pas mal de banques et si le banquier finalement est intéressé par votre profil, parce que là ce sera plus un profil bancaire, il manquera le contact humain. S'il vous contacte finalement lors d'un rendez-vous, ben forcément c'est que déjà votre profil l'intéresse, donc c'est déjà il y a une grosse part de gagner. Alors en fait ce qui va être dur d'accepter, et je vois beaucoup d'investisseurs qui posent beaucoup de questions dans des groupes, mais quelle est l'astuce ultime pour obtenir son financement, quelle est la meilleure méthode, etc. Dans quelle banque tu te fais financer, telles conditions. Et on voit bien dans les discussions que les discours se confrontent et tout s'oppose. Il n'y a pas de règles par rapport à un établissement, par rapport à un banquier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas vraiment de règles. C'est assez dur à comprendre. La règle, c'est que chaque banquier va avoir sa propre approche, sa propre sensibilité et il faut bien comprendre que le banquier va vous donner sa vision personnelle par rapport à la politique bancaire de cet établissement, mais à ce moment donné. C'est-à-dire que clairement, nous, on a eu pas mal de dossiers là dans mon secteur qui sont passés avec le Crédit Agricole, qui pendant 3 mois ont financé quasiment tous les projets immobiliers du secteur. C'était assez incroyable, ils avaient besoin de clients. Et là, maintenant, ils n'acceptent plus aucun dossier. Ça a duré 3 mois. Donc, ce qui a été fait il y a 1 mois n'est plus valable aujourd'hui. Et ça dépend des banques et ça dépend des responsables d'agence et des interlocuteurs que vous avez en face. Donc, c'est tous ces paramètres qui font qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir passer à l'action, être déterminé et enchaîner les rendez-vous et trouver la bonne personne dans la bonne banque. C'est ça qui fera la différence. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez un bon partenaire, que vous avez trouvé, qui vous comprend, il va pouvoir vous financer peut-être 2 ou 3 projets. Donc ça, c'est vraiment cool. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer maintenant comment j'organise mon dossier bancaire pour qu'il soit le plus complet, facile et surtout le plus facile à appréhender par les banquiers. Alors, je vais vous montrer d'abord ce petit PDF là pour vous décrypter un petit peu comment je l'organise. Et après, je vous montrerai, on a un dossier bancaire, nous, avec projet locatif qui est vraiment top. Vous pourrez vous en inspirer pour faire une belle présentation au banquier. C'est quelque chose de très important. Alors, la première partie, ça va juste être une page en format A4, juste une petite page. Et dans cette partie, vous allez récapituler votre situation, donc professionnelle, financière, patrimoniale. Voilà, tout simplement. Nom, prénom, est-ce que vous êtes marié, quel est votre boulot, CDI, pas CDI, combien vous gagnez, combien vous avez en patrimoine financier, combien vous avez en patrimoine immobilier. Il faut qu'en une page A4, le banquier, il appréhende très facilement votre situation. Pas besoin d'en rajouter, d'en faire trop, que ce soit très très simple à appréhender. Ensuite, dans la deuxième partie, c'est là où il va y avoir pas mal d'annexes à mettre. Ça va être la partie, bien sûr, identité. Voilà, tout ce qui est demandé dans la partie identité. Bon, je ne vais pas vous faire le topo, hein, vous avez tout qui s'affiche à l'écran.
Donc tout pour justifier. La partie revenus aussi, donc avec vos bulletins de salaire plus tous les autres revenus que vous pouvez avoir. Voilà, il faut à chaque fois des justificatifs, bien entendu. Si vous avez des revenus locatifs, les comptes de gérance, les liasses fiscales, etc. etc. Ensuite, voilà, votre contrat, les relevés de compte, voilà, c'est toute la partie revenus. Ensuite, la partie patrimoine et épargne, bien sûr, tous les titres de propriété de tous vos biens et les valeurs estimées par agence immobilière. Alors même au-delà de ça, moi, je fais une attestation notariale de la valeur de mes biens. Donc c'est pas compliqué, c'est votre notaire qui récapitule tous vos biens et qui estime la valeur. Et ça, c'est très apprécié par les banques quand on commence à avoir un peu de patrimoine avec une valeur notariale qui est tamponnée par un notaire. C'est quelque chose qu'ils aiment bien. Vos taxes foncières, les baux de location, les tableaux d'amortissement des prêts, voilà. Bon, tout ça à mettre dans le dossier patrimoine. Et la troisième partie, c'est votre projet. Alors comme je vous l'ai dit, votre projet, ça va dépendre déjà, est-ce que ça va être un projet facile à appréhender pour un banquier ou pas? C'est vraiment quelque chose d'important dans la période actuelle d'avoir un projet qui soit facile à appréhender, qui soit pas compliqué. Pas forcément de division, loué en location courte durée, quelque chose de simple, location nue, longue durée, location meublée, longue durée, des travaux de rénovation, secondes œuvres, quelque chose de simple, de facile, de compréhensible. C'est quelque chose de très important. Donc là, dans votre projet, vous allez mettre, donc la fiche business plan, c'est la partie financière de votre projet. C'est les fiches que vous voyez quand je fais mes petites présentations finalement lors des présentations de projet. Ça va reprendre tout simplement les charges et les revenus, calculer le différentiel, le cash flow du projet. Voilà, ça c'est assez simple comme ça à appréhender. Les photos du projet, c'est vrai qu'on parle beaucoup de chiffres, mais le banquier aime bien se projeter. Donc les photos, la situation géographique, etc. C'est quelque chose qui lui permet de se projeter. Le compromis, alors si vous ne l'avez pas, comme je vous ai dit, vous allez démarcher dès l'offre contre-signée parce que ça ne vous empêche pas de constituer le dossier. Le compromis pourra être envoyé après coup. Vous pouvez tout monter, que lui présente le dossier à son supérieur ou voir la faisabilité s'il est décisionnaire. Et puis après, du coup, le compromis, vous l'envoyez dès que vous l'avez et comme ça permet d'accélérer et d'éditer les offres assez rapidement. Alors ensuite, vous allez pouvoir demander les comptes de gérance des 3 dernières années. Ça permet de montrer la régularité des revenus. Donc effectivement, si c'est déjà loué, que c'est géré par agence, c'est assez facile de demander les comptes de gérance. Si c'est détenu en SCI, à l'IS ou en meublé, vous avez les liasses fiscales qui sont disponibles. Et si c'est détenu en nom propre, vous pouvez demander éventuellement au vendeur ces dernières déclarations 2044. Ça vous permet de montrer au banquier qu'il y a bien des revenus réguliers sur cet immeuble et que voilà, c'est plutôt rassurant. Les devis travaux, bien sûr, avec les assurances décennales des artisans, ça montre leur sérieux. Les estimations des futurs loyers, si c'est vide. Alors là, estimation par agence, nous avec projet locatif, effectivement, on le fournit automatiquement. Et vous pouvez aussi également faire des annonces tests, ça fonctionne plutôt bien. Nous, on l'utilise pour tester la tension locative. Et effectivement, vous pouvez tout à fait montrer ces annonces tests en faisant des captures d'écran au banquier en disant voilà, j'ai passé une fausse annonce, voilà le résultat. Regardez, j'ai reçu 20-30 appels en moins d'une semaine, donc il y a une réelle tension locative. Alors l'attestation de valeur du bien, c'est quelque chose qui est demandé un peu par les banquiers aussi également. Donc là, pareil, vous pouvez demander à l'agence immobilière qui vous vend le bien d'attester de la valeur foncière finalement de ce que vous achetez. Alors ensuite, ce que vous pouvez mettre, c'est un contrat finalement de loyer impayé, d'assurance de loyer impayé. Donc il y a la garantie Visal, mais vous pouvez amener une garantie supplémentaire par une assurance privée finalement, en expliquant, moi, j'adore la sécurité, je veux absolument prendre aucun risque et donc je prendrai des assurances de loyer impayé pour tous mes appartements. Regardez, voilà, j'ai la documentation qui est là, je me suis renseigné sur les tarifs et même si vous voulez pousser le bouchon encore plus loin, je prends une assurance qui me garantit même la vacance locative. Alors ça coûte un petit peu cher, mais au moins je suis sûr d'être payé. Et même si j'ai un peu de vacances locatives, j'aurai quand même mes revenus locatifs. Voilà. Même si vous ne souscrivez pas plus tard cette assurance, finalement vous aurez montré au banquier que vous aimez la sécurité, vous aimez tout maîtriser. C'est le discours qui plaît énormément. Ensuite, les projets de statut, si vous voulez acheter par le biais d'une société SCI ou autre, ce que je vous conseille, c'est pas forcément d'enregistrer la société et d'avoir le cabis tout de suite,
Parce que si vous avez des refus de prêt, vous allez avoir une coquille vide plus tard qui vous servira à rien. Donc les projets de statut signés, ça suffit pour présenter votre dossier et vérifier la viabilité et puis l'acceptation de la banque. Et vous enregistrerez votre société une fois que vous aurez l'accord définitif. Voilà, puis mettre des photos si vous avez déjà investi, des anciennes rénovations, montrer votre sérieux. Alors voilà ensuite maintenant le dossier qu'on propose à nos clients, ça vous donne un aperçu, vous pourrez vous en inspirer. C'est un dossier assez complet et assez clair qui plaît énormément, en tout cas aux banquiers. Donc voilà comment il est structuré. Vous voyez, il y a la partie emprunteur, revenus et charges de l'emprunteur, le patrimoine, le détail des revenus locatifs avant projet, le projet, l'analyse financière et l'attente de la relation bancaire. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Ça c'est la première fiche de présentation en fait de votre situation avec votre nom, prénom, l'adresse, la situation de l'emprunteur et du coup emprunteur si vous investissez à deux. Vos revenus, le détail de vos revenus finalement déclarés, donc revenus personnels, de salaire, vos revenus locatifs ou autres revenus. Toutes vos charges aussi également. Et donc nous on fait ressortir effectivement le reste à vivre qui est un indicateur intéressant parce qu'aujourd'hui on ne regarde pas que le taux d'endettement, bien entendu on regarde aussi le reste à vivre. On peut avoir un fort taux d'endettement et avoir quand même encore un reste à vivre très important. Donc c'est une donnée qu'on met en avant et qui est appréciée par les banques. Voilà, donc là c'est la partie finalement patrimoine financier et immobilier, voilà, qui reprend un petit peu tous les indicateurs que la banque a besoin de connaître finalement pour appréhender votre dossier, les différentes épargnes que vous pouvez avoir. Donc voilà les revenus locatifs que vous pouvez avoir. Effectivement, on en a mis 6 ou 7. Alors je sais très bien que ça sera un petit peu juste pour vous qui me regardez, vous dépasserez un petit peu ce tableau. Mais bon, voilà, vous aurez quelques lignes à rajouter pour votre situation personnelle. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et bien sûr, après la présentation du projet, avec le descriptif et la partie analyse financière du projet. Voilà, ça reprend un peu la fiche de synthèse qu'on a l'habitude de vous présenter là sur la chaîne. Voilà, avec les revenus générés du projet et les charges et bien sûr le différentiel positif sur chaque projet puisque c'est ce qu'on fait sur les projets locatifs et bien sûr toutes les annexes. Voilà, à chaque fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et saura vous aider à obtenir votre financement malgré les nouvelles conditions et les nouvelles difficultés. Un investisseur, ça sait s'adapter toujours. On est dans des petits bouleversements, un petit peu des petits changements. Depuis quelques années, c'est vrai qu'on a pas mal de difficultés, mais encore une fois, il y a toujours ceux qui se trouvent des excuses pour ne pas passer à l'action et puis il y a ceux qui passent à l'action. Et voilà, donc à vous de voir de qui vous voulez faire partie, mais comme d'habitude, je vous le rappelle en tant qu'investisseur, le temps joue en notre faveur, plus le temps passe, plus on capitalise, et donc le meilleur moment pour investir, c'était hier et le deuxième, c'est aujourd'hui. Bonne journée les investisseurs, passez à l'action, et puis surtout levez des fonds.